Bonjour et bienvenue à l'Assemblée nationale. Lundi 16 décembre, la loi spéciale est à l'ordre du jour. C'est l'un des derniers textes examinés en cette fin d'année. Un texte sommaire, 3 articles seulement, qui autorise l'État à continuer à percevoir l'impôt pour parer à l'urgence et à contracter les emprunts nécessaires pour assurer la continuité des services publics. Alors c'est la deuxième fois dans l'histoire de la Ve République que cette procédure est utilisée. C'est une loi d'urgence prise dans une situation exceptionnelle puisque, vous le savez, le vote de la motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier a conduit à interrompre le débat budgétaire en cours au Parlement. Place tout de suite aux explications de texte des ministres Laurent Saint-Martin et Antoine Armand. Mesdames et messieurs les députés, la motion de censure adoptée le 4 décembre dernier lors de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale a interrompu la discussion des textes financiers. Elle a compromis l'adoption d'une loi de finances pour 2025. Elle a pour le moment privé la France d'un budget. J'ai eu l'occasion de le dire, Monsieur le Président, devant la Commission des finances. Je le redis ici, cette situation est exceptionnelle et grave. L'absence de budget a également, vous le savez, un impact direct, immédiat pour nos compatriotes ultramarins, pour les agriculteurs, pour les très petites et pour les moyennes entreprises, pour l'investissement dans notre pays, pour l'emploi. Évidemment, autant de questions que certains ont refusé de voir et qu'une agence de notation a pourtant rappelé très clairement vendredi dernier en abaissant la note de notre pays. Mesdames et messieurs les députés, ne nous y trompons pas, la loi spéciale que nous vous présentons aujourd'hui avec Laurent Saint-Martin n'est pas un budget. Ce projet de loi n'est pas un budget car il n'est pas sous-tendu par une prévision de croissance, de déficit ou d'endettement. Ce n'est en aucun cas un texte qui peut nous laisser croire que nos déficits ont disparu, que notre dette n'existe plus et qu'il n'y a pas d'urgence budgétaire. Notre déficit est là, notre dette est là, l'urgence budgétaire est là, quelles que soient les expressions de celles et ceux qui ne veulent pas la voir. Ce projet de loi spécial prévu à l'article 47 de notre Constitution, qui a été présenté en commission des finances moins d'une semaine après la censure, conformément à l'engagement pris par le président de la République devant les Français le 5 décembre dernier, n'est donc qu'un texte technique, sans portée politique, qui vise uniquement à permettre d'éviter la discontinuité budgétaire entre la fin de l'exercice 2024 et l'adoption d'un budget. Ce n'est pas, comme on l'entend parfois, la reconduction du budget de l'année dernière. Comme l'indique la circulaire du Premier ministre, conformément à la LOLF, à son article 45, la loi spéciale ainsi que les décrets de service votés, je le cite ici, ne reviennent pas à répliquer le budget de l'année précédente, mais à ouvrir le minimum de crédit que le gouvernement juge indispensable pour poursuivre l'exécution des services publics dans les conditions qui ont été approuvées l'année précédente par le Parlement, avec toutes les conséquences que nous avons décrites et que nous aurons malheureusement à connaître. Ce projet de loi poursuit 2 objectifs seulement. Le premier, c'est celui de continuer à lever l'impôt. Le deuxième, c'est donc de permettre à l'État, aux organismes de sécurité sociale, de contribuer à émettre de la dette afin d'assurer la continuité des services publics et de l'action de l'État. Ces discussions sur le projet de loi spécial ne doivent donc pas être un débat budgétaire. Et j'entends bien que certains, découvrant l'impact de la censure, voudraient faire fi de la Constitution pour une sorte d'écrit de rattrapage. Mais je voudrais saluer ici l'esprit de responsabilité de celles et ceux qui s'en tiennent à l'état du droit qui a été rappelé très explicitement par l'avis du Conseil d'État et auquel, dans une démocratie, nous nous devons de nous tenir. Aujourd'hui, mesdames et messieurs les députés, notre responsabilité collective est contenue à l'examen et à l'adoption de cette loi spéciale que nous vous soumettons. Dès demain, au-delà des clivages, nous aurons besoin de donner un cadre économique, budgétaire et financier à notre pays. Il en a besoin et nous lui devons. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre en charge du budget et des comptes publics. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés, permettez-moi également, Madame la Présidente, avant mon propos, d'avoir une pensée évidemment à l'ensemble de nos compatriotes de Mayotte et en particulier aux 250 agents des finances publiques et des douanes dont nous sommes encore aujourd'hui en train d'essayer d'en joindre le plus grand nombre, et c'est à eux que je pense en commençant ce discours.
Mesdames et Messieurs les députés, il nous faut porter ce texte, c'est un texte technique, il nous faut le porter au titre du caractère urgent et impératif que revêt son adoption. Tôt ou tard, il faudra donner à la France un budget pour l'année 2025. Ce projet de loi spéciale que vous vous apprêtez à examiner ne saurait en tenir lieu. Le Premier ministre l'a clairement exprimé lors de la passation de pouvoir vendredi dernier. La situation de nos finances publiques n'a pas changé depuis la démission du gouvernement. L'état de nos comptes est le même, avec tous les défis que cela emporte, pour le présent comme pour l'avenir. Et comme l'a dit le ministre de l'Économie, la décision de l'agence de notation Moody's ne nous dit pas autre chose. Chacune et chacun d'entre vous en est parfaitement conscient, je le sais. Malgré l'issue des débats budgétaires, il ne s'est trouvé personne ici, sur aucun banc, pour contester ni la gravité de la situation, ni le caractère excessif de notre endettement, ni la nécessité de réduire le déficit. Il y a donc, je le crois, au Parlement un espace pour engager le redressement des comptes pourvu que les forces politiques qui le composent parviennent à s'entendre sur les modalités de l'effort à fournir. Ce texte ne préjuge donc pas des nouveaux arbitrages qui seront rendus sous l'autorité du Premier ministre par un prochain gouvernement de plein exercice. Ce texte ne préempte en aucun cas les futures discussions budgétaires dont je souhaite évidemment qu'elles aient lieu rapidement dans l'intérêt supérieur de notre pays et pour nos concitoyens. Il n'a pas davantage vocation à permettre la répétition des débats que nous avons eus ensemble lors de l'examen du PLF et du PLFSS. Ce texte n'a qu'un objectif qui délimite strictement son contenu, c'est celui d'assurer à titre exceptionnel et transitoire la continuité de la vie de la nation. Dit autrement et dans des termes que nous avons entendus dans les médias, cette loi spéciale, elle permet d'éviter le shutdown. Elle ne peut pas faire moins, elle ne peut pas non plus en faire davantage, tant la jurisprudence que les textes sont extrêmement clairs sur ce point. En premier lieu, la loi spéciale ne peut pas modifier le Code des impôts. Cette loi n'exprime pas le consentement à l'impôt, elle n'en constate que la nécessité. Elle ne permet donc pas de reconduire pour l'année suivante, par exemple, les dispositions fiscales qui arrivent à échéance à la fin de l'année 2024. Elle ne permet pas non plus de modifier le barème de l'impôt sur le revenu pour l'indexer sur l'inflation. Là-dessus, l'avis rendu par le Conseil d'État sur ces deux points ne souffre d'aucune ambiguïté. La loi spéciale ne peut qu'autoriser temporairement le gouvernement à percevoir les impôts et taxes existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année. C'est indispensable pour assurer le financement de nos services publics, de notre système de protection sociale et aussi des collectivités territoriales. En second lieu, le décret qui sera pris après la promulgation de la loi spéciale nous place sous le régime restrictif des services votés. La loi spéciale n'autorise pas le gouvernement à engager des dépenses nouvelles en tant que telles. Conformément à la Constitution et jusqu'à l'adoption d'une nouvelle loi de finances pour l'année, les crédits se rapportant aux services votés seront temporairement ouverts par décret. Les services votés correspondent au niveau minimal de crédit jugé indispensable pour permettre l'exécution des services publics en 2025 dans les conditions de l'année précédente. Et c'est bien l'esprit de la lettre de l'article 45 de la LOLF que de parler justement du strict minimum qui sera ouvert par ce décret de services votés et guère plus. Ça signifie qu'en l'absence de loi de finances, le gouvernement, par exemple, ne pourra pas augmenter les budgets des ministères des Armées, de la Justice, de l'Intérieur, au-delà du strict minimum sur la base des crédits de 2024. Sauf nécessité pour la continuité de la vie nationale ou motif d'urgence caractérisé, le gouvernement ne pourra pas non plus procéder à de nouveaux investissements ou des dépenses discrétionnaires de soutien, par exemple aux associations, aux entreprises ou aux collectivités. Je parle à dessein de motifs d'urgence caractérisés et j'ai commencé mon propos en ayant une pensée pour nos compatriotes mahorais. Vous le savez, par exemple, la situation à Mayotte réunit ces deux conditions et je profite de cette tribune pour le dire. Oui, l'aide à Mayotte sera rendue possible évidemment à la fois par les crédits d'urgence de fin d'année 2024, mais aussi par le décret service voté pour 2025. C'est-à-dire qu'en l'absence de loi de finances, il y aura évidemment cette possibilité de venir en soutien au territoire de Mayotte. Enfin, la loi spéciale autorise le gouvernement à recourir aux emprunts nécessaires pour assurer ses engagements ainsi que le fonctionnement régulier des services publics.
Vous le savez, les recettes fiscales et sociales ne suffisent pas à couvrir le besoin de financement des administrations publiques. C'est d'ailleurs toute la problématique qui sous-tend nos débats depuis tant de semaines. Et nous ne pourrions pas assurer nos engagements auprès de nos créanciers ni garantir le fonctionnement régulier des services publics sans la possibilité de recourir à l'emprunt. Aussi, il est donc indispensable d'autoriser tant l'État que les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et l'ACOSS à émettre de la dette. Mesdames et messieurs les députés, je ne serai pas plus long. Il est ici question de parer à l'urgence dans l'attente d'un nouveau budget. Il s'agit ici d'assurer la continuité de la nation, il s'agit d'assurer le fonctionnement régulier des services publics et il s'agit d'assurer le respect des engagements pris par notre pays. Avec ce texte, nous vous proposons tout simplement que nécessité fasse loi dans le respect du droit. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Alors cette loi, tous les groupes politiques sont à peu près d'accord pour la voter, malgré certaines réserves. Certes, c'est un plan B, faute de budget. La loi spéciale ne permet pas d'augmenter les crédits, ni de reconduire les dispositions fiscales qui arrivent à échéance. Elle ne permet pas non plus de reprendre les mesures qui avaient été votées ou incluses dans le budget 2025 et qui donnaient des moyens supplémentaires, par exemple aux agriculteurs, aux policiers, aux militaires. Mais l'adoption de cette loi spéciale est indispensable pour faire fonctionner le pays, argument partagé par le président de la Commission des finances, Éric Coquerel, et par le rapporteur général, Charles de Courson. J'appelle tous les groupes parlementaires à voter ce texte pour 3 raisons. Première raison, dans la situation politique dans laquelle nous sommes, ce projet de loi est incontournable. La censure du gouvernement Barnier le 4 décembre dernier a suspendu l'examen des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ces 2 textes pourtant essentiels au fonctionnement de notre démocratie ne peuvent être adoptés avant la fin du premier trimestre si de nouveaux textes sont présentés en Conseil des ministres début janvier. Dans ce contexte, la Constitution prévoit en son article 17 que le gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés. Et l'article 45 de la loi organique relative aux lois de finances dispose par ailleurs que le gouvernement dépose un projet de loi spéciale l'autorisant à continuer à percevoir les impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année. Tout est donc prévu pour éviter une rupture dans la continuité des services publics. L'objet du présent projet de loi, c'est l'ajustement, nous permettre d'adopter certaines dispositions en urgence avant le 31 décembre 2024. L'article 1er prévoit la perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales. L'article 2 autorise le ministre chargé des Finances à procéder à des emprunts pour financer le déficit du budget de l'État. Et l'article 3 autorise 4 organismes de protection sociale à emprunter afin de financer les dépenses des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. Il s'agit donc d'une loi minimaliste mais nécessaire. Rejeter ce texte serait irresponsable. Deuxième raison, j'aimerais revenir sur le contenu de chacun des 3 articles et de l'intérêt d'amender à la marge le projet de loi spéciale. S'agissant de l'article 2, nous avons intérêt à borner l'autorisation d'emprunt de l'État. Il en va du respect des pouvoirs du Parlement et de la conformité du projet de loi spéciale avec les dispositions de la loi organique. En effet, je vous rappelle que l'absence du plafond d'emprunt n'est pas cohérente avec l'article 34 de la LOLF qui prévoit explicitement que la loi de finances, je cite, fixe le plafond de la variation nette appréciée en fin d'année de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à 1 an, ainsi que pour chaque budget annexe le plafond de l'encours total de dette autorisé. Je vous suggérerais donc de reconduire les plafonds fixés dans la loi de finances initiale pour 2024. Je sais que le gouvernement y avait d'ailleurs pensé avant que le Conseil d'État ne l'en dissuade. Je ne partage pas l'avis du Conseil d'État sur ce point et je vous inviterai donc à voter cet amendement pour plafonner l'autorisation d'endettement. Il y a 2 autres problèmes concernant l'article 3. D'une part, une disposition qui relève d'une loi de financement de la sécurité sociale peut-elle figurer dans le PJL de cette loi spéciale qui est une loi de finances. D'autre part, l'article 3 ne reprend pas mot à mot l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, puisqu'il ne fixe aucun plafond en valeur. Or, pour rappel, les lois de financement de la sécurité sociale précisent symétriquement cette information. La loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale de 2022 en effet prévu que c'est la loi de financement de la sécurité sociale qui, je cite, arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites
dans lesquels leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources. Je proposerai donc un amendement afin de plafonner cette autorisation au niveau du PLFSS pour 2024, ce qui est conforme à l'esprit de la loi spéciale. À titre d'illustration, la trésorerie de l'ACOS devrait atteindre le point bas de 57,7 milliards d'euros au 15 décembre 2025. Il est donc préférable de ne pas préempter les choix du législateur financier social en vue de l'examen ou du réexamen du PLFSS pour 2025. Si les plafonds devaient être atteints au cours des premiers mois de l'année, des décrets relevant les encours limites pourront toujours être adoptés conformément aux dispositions organiques du Code de la sécurité sociale. Et puis la troisième raison, cette loi spéciale, si elle doit être votée rapidement, ne pourra remplacer un véritable budget pour 2025. La première chose à faire serait que le gouvernement dépose un projet de loi concernant diverses dispositions d'ordre économique, financier et social à la reprise des travaux parlementaires à la mi-janvier. Ce projet de loi pourrait contenir les mesures budgétaires qui, sans être vitales pour permettre la continuité des services publics, relèvent de l'urgence politique. D'autant que l'adoption d'une nouvelle LFI et d'une nouvelle LFSS, si cette hypothèse était retenue, n'interviendra pas avant la fin du premier trimestre 2025. Et encore, cela dépendra des accords politiques pour éviter le vote d'une nouvelle motion de censure. C'est dans cet esprit que nous avons envoyé, avec le président de la Commission des finances, un courrier au nouveau Premier ministre pour demander de traiter en priorité certaines dispositions. Je pense ici aux mesures relatives aux agriculteurs, à l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu, aux 14 des 25 dépenses fiscales non prorogées au-delà du 31/12/2024, comme par exemple l'exonération fiscale des pourboires ou encore l'extension du prêt à taux zéro. Ces mesures faisaient consensus lors des débats sur le PLF 2025 à l'Assemblée nationale. Elles ne peuvent pas pour autant être intégrées à ce projet de loi spéciale. C'est pourquoi j'ai considéré que les amendements relatifs à l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu n'avaient pas leur place dans la loi spéciale. Le président Coquerel a estimé qu'ils étaient recevables au motif que la PJL spéciale devait maintenir le périmètre des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu en 2024. Si certains m'ont vu co-signataire de ces amendements en séance, c'est uniquement parce qu'en tant que rapporteur général, je suis désigné par mes collègues pour défendre les amendements votés en commission. Mais le fait que ces amendements soient irrecevables en séance abonde d'ailleurs dans mon sens. Se pose également la question des niches fiscales. Mes chers collègues, 25 exonérations et crédits d'impôts arrivent à terme le 31 décembre 2024. C'est notamment le cas pour l'exonération, par exemple, de CVAE et de taxes foncières sur les propriétés bâties pour les entreprises établies dans les quartiers prioritaires de la ville. Le crédit d'impôt au remplacement pour les agriculteurs ou encore de la réduction d'impôt pour l'OC Avantage. Un large consensus pour pérenniser 14 de ces 25 avantages fiscaux s'était dégagé à l'Assemblée lors des débats en première lecture. De même, les dispositions relatives aux taxes affectées qui ne sont pas dans ce projet de loi. Les plafonds mordants ne sont pas reconduits, ce qui représentera une perte de recettes pour l'État d'environ 2 milliards d'euros dans l'attente d'une loi de finances. Puis encore, certaines affectations de taxes ne seront plus conformes à la LOLF parce que les affectataires ne sont pas dotés de la personnalité morale ou parce que l'objet de la taxe est sans lien avec la mission de service public de l'affectataire. Enfin, mes chers collègues, ce projet de loi spéciale ne peut remplacer un réel projet de loi de finances et un véritable projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Nous avons en ce sujet besoin de visibilité. Reprendrons-nous, messieurs les ministres, l'examen du PLFSS en nouvelle lecture ? Le gouvernement laissera-t-il le Sénat achever l'examen de la partie dépenses du projet de loi de finances ? Ou choisira-t-il de repartir d'une copie entièrement neuve sur ces deux textes et donc de déposer de nouveaux textes financiers? Le nouveau gouvernement doit s'atteler au plus vite à cette tâche, d'autant plus que la situation budgétaire de notre pays nécessite des mesures fortes de réduction de la dépense tout en préservant la croissance et en défendant le principe de la justice fiscale et sociale. La parole est à présent Monsieur Éric Coquerel, président de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur, chers collègues.
Le projet de texte qui est soumis aujourd'hui à notre vote ne remplace évidemment pas une loi de finances. Il n'est qu'une mesure d'urgence. Cette loi spéciale, par responsabilité républicaine et au nom de la continuité de la vie nationale, je ne m'y opposerai pas. Ainsi, au premier jour de l'an nouveau, l'impôt sera levé, les fonctionnaires seront payés et la sécurité sociale pourra se financer. Cela, nous l'avons toujours su et je l'ai toujours dit. Et ils le savaient aussi, ceux qui ont dit, par exemple, que les cartes vitales seraient bloquées, que les services publics s'arrêteraient, que la France serait à l'arrêt pour effrayer la population et culpabiliser les censeurs. La lumière n'allait pas s'éteindre, nous ne sommes pas aux États-Unis. Je constate que ces propos ont cessé, preuve qu'ils n'y croyaient pas eux-mêmes. Il nous appartient pour l'heure de nous prononcer sur cette loi spéciale. Lors de l'examen en commission, j'ai déposé un amendement dont l'objet était de permettre d'indexer, avec d'autres, sur l'inflation le barème de l'impôt sur le revenu jusqu'au prochain budget. J'ai défendu cet amendement. La présidente de l'Assemblée nationale a finalement fait un choix différent en choisissant de ne pas le déclarer recevable. Je n'entamerai aucune polémique sur ce choix. La possibilité d'un contrôle de recevabilité en dernier ressort sur les amendements échoue à la présidente qui en use avec toute la légitimité de sa fonction. Le domaine de la loi spéciale demeure cependant un objet constitutionnel peu identifié. Je continue donc à penser qu'un autre arbitrage était envisageable, laissant ainsi en dernier ressort statuer le Conseil constitutionnel. Dans une matière où le droit n'est pas stabilisé, le Conseil aurait ainsi soutenu mes arguments ou bien aurait déclaré non conforme cette seule disposition sans causer aucun dommage au reste de la loi spéciale. Toutefois, je maintiens l'interprétation que j'ai livrée en commission et l'idée de maintenir un périmètre constant de l'impôt. Et s'il peut être débattu de l'introduction de l'indexation en loi spéciale, je remarque qu'il pourrait en être de même de l'article 3 de cette loi qui prévoit d'intégrer dans une loi financière quelque chose qui a de ressort avec le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Mais dont acte, ce sujet est désormais caduc dans la loi spéciale, même si j'aurais d'autres propositions à vous faire, j'y reviendrai plus tard. Grâce à la loi spéciale, les dépenses des services publics se maintiendront, il n'y aura pas de dégradation ni de catastrophe. En commission, j'ai entendu à ce sujet le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, et les députés de son groupe, enfin des députés, prétendent nous avertir en disant que nous avions voulu la censure et que nous devrions donc en payer la facture, je cite. Je les appelle, avant ce dernier débat de l'année, à ne pas faire de cette loi spéciale, et j'ai remarqué que l'introduction des deux ministres n'était pas de cette essence, je les remercie, un objet de polémique et à penser avant tout à la population dans les décisions qui seront prises d'ici la fin de l'année. Je rappelle d'abord que la censure n'est pas à l'origine ni la cause de l'instabilité politique. Elle n'en est qu'une manifestation parmi d'autres depuis la décision présidentielle de dissoudre l'Assemblée nationale en juin dernier et de nommer un gouvernement minoritaire. La censure du gouvernement Barnier était juridiquement possible car les articles 49 et 50 de notre Constitution la prévoient directement. Elle était politiquement nécessaire car l'Assemblée nationale représente le peuple français qui doit être libre de choisir ses dirigeants et, s'il le juge nécessaire, d'en changer. Je tiens ensuite à souligner qu'il n'y a pas à avoir de fracture de la censure pour reprendre les mots du ministre. L'article 45 de la loi organique dispose qu'il s'agit, et je le cite, du minimum de crédit que le gouvernement juge indispensable pour poursuivre l'exécution des services publics dans les conditions qui ont été approuvées l'année précédente par le Parlement. Pendant le premier trimestre 2025, le gouvernement est donc juridiquement fondé à faire fonctionner les services publics avec tous les moyens votés au titre de l'année passée, sans les coupes décidées arbitrairement par l'exécutif et sans les coupes qui auraient été appliquées avec le budget Barnier. Après la censure, les services publics peuvent donc fonctionner avec davantage de moyens. Il n'y a pas de conséquences négatives à la censure et le gouvernement n'aura aucun prétexte pour ne pas garantir le bon fonctionnement des services publics jusqu'au vote d'un budget. Mais si cette loi garantit la continuité, il n'en demeure pas moins que certaines parties de la population et certains secteurs d'activité nécessitent des mesures rapides. J'en ai été convaincu par les deux ministres lors de la commission, qui pourront être, dès le mois de janvier, réglées par le biais d'une loi fiscale dédiée. Ces mesures avaient fait l'objet d'un consensus entre les deux chambres. J'ai à cet égard, comme vient de le rappeler le rapporteur général Charles de Courson, adressé avec lui un courrier au Premier ministre afin qu'il prépare ce projet de loi fiscale dans l'intérêt collectif. Ainsi, dès la semaine du 13 janvier, de manière déconnectée de la prochaine discussion budgétaire, nous serions en mesure d'examiner et adopter rapidement un projet de loi fiscale qui permettra, par exemple, de proroger plusieurs crédits ou réductions d'impôts, étendre le prêt à T0 ou encore soutenir nos agriculteurs et bien sûr également indexer le barème de l'impôt sur l'inflation, ce qui permettra de ne pas être dans une incertitude.
Sur le fond et ce que nous annonce l'avenir, je reprends les propos du ministre Antoine Armand à l'instant, qui dit que la censure a privé la France d'un budget. Je lui répondrai qu'il vaut mieux reporter à plus tard un budget que d'adopter un mauvais budget. Car sauf à la marge, et malgré le refus de la partie la plus extrême du bloc gouvernemental, ce budget refusait de revenir sérieusement sur la baisse des impôts des ultra-riches et des multinationales qui délocalisent. Le déficit, mais aussi les investissements nécessaires, notamment en matière écologique, réclament pourtant ces recettes supplémentaires que nous avions trouvées à hauteur de 57 milliards, et ce sans toucher aux impôts de 90% des Français et des entreprises. Sur les résultats économiques sur lesquels s'appuie tant le gouvernement précédent de M. Barnier que les précédents, et sur des mirages qui nous sont très largement vantés. Notons que le chômage, la désindustrialisation, la fuite des capitaux s'aggravent et que le néolibéralisme a fait finalement ce qu'il a fait de mieux, il laisse faire. Tout cela dans la continuité d'une politique au profit d'une ultra-minorité au détriment de tous les autres et qui est un tissu d'illusions. L'illusion de la baisse de la dépense publique. Alors que l'État, les collectivités locales sont d'une richesse avant d'être un coût, ont dépensé 89 milliards d'euros en commande publique en 2023. Et selon le FCE, le budget Barnier aurait ralenti l'activité économique de 0,8 points de PIB en 2025. Alors je vous demande, où aurait été le gain et où serait le gain si on veut maintenir ce budget ? Il y a l'illusion industrielle. Non, il n'y a pas de réindustrialisation. Selon le dernier baromètre Trendéo McKinsey, l'investissement industriel a baissé en France de 10% en 2024. Et quand ces chiffres baissent, ce sont des emplois qui sont détruits par Michelin à Cholet et à Vannes, au moment même où les recrutements dans les gigafactories déçoivent. Il y a l'illusion de la performance de l'éducation nationale qui n'est pas une entreprise. Il ne suffit pas de décréter que 4000 postes ne sont pas nécessaires. La réalité est le défaut persistant de ne pas s'adapter à votre discours. Et quand vous supprimez des postes, les besoins sont toujours là dans les classes surchargées. 22 élèves par classe en primaire, 26 par classe au collège. C'est le pire résultat de toute l'Union européenne, selon les propres données du ministère de l'Éducation. Voilà pourquoi il ne fallait pas ce budget. Il y a l'illusion des aides et soutiens temporaires alors que les problèmes demeurent pour se loger et payer son loyer. Le logement est l'échec le plus cuisant du bilan dont vous êtes comptable. À peine aviez-vous annoncé une aide d'urgence pour les bailleurs sociaux que l'année d'après, vous le réduisiez de moitié. Les bailleurs sociaux se trouvent dans une situation désastreuse. Les locataires en supportent le coût avec des rappels de charges imprévus jusqu'à 2 500 €. J'ai pu le constater dans ma circonscription ce week-end. Donc quand vous faites ces annonces qui ne durent pas, les difficultés perdurent et là aussi, ce budget ne réglait rien. Il y a l'illusion d'une planète illimitée alors que l'inaction climatique entraînerait dans 50 ans une diminution de 10% du PIB chaque année. Selon l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Nous arrivons en 2025, 10 ans après l'accord de Paris, et la bifurcation écologique est systématiquement repoussée, alors que si l'on investit trop tard, les retards d'aujourd'hui seront les écroulements progressifs de demain. C'est vrai en termes d'anticipation, mais aussi en termes de réparation des dégâts dus au dérèglement climatique. Je vous rappelle que votre budget prévoyait moins 16% dans les politiques environnementales. Il y a aussi l'illusion du niveau de vie et du pouvoir d'achat. L'échec est patent car de plus en plus des gens tombent dans la pauvreté. La France est le seul pays européen où la pauvreté a fortement augmenté entre 2015 et 2023, passant de 13,6% de la population à 15,4%, soit 9 millions de pauvres. Un nouveau débat budgétaire arrivera au milieu de l'hiver. Qu'il prenne la forme d'un budget nouveau, d'une reprise du budget de Michel Barnier, il poursuivra vraisemblablement la même offre de recul de l'État, le même effort d'affaissement des services publics et une mise en danger écologique de tout aussi irresponsable. Je ne m'opposerai pas à cette loi spéciale, mais après cela, face à tout budget austéritaire, je continuerai à m'y opposer et à soutenir une alternative. Je vous remercie, chers collègues. Les orateurs des 11 groupes politiques représentés à l'Assemblée nationale vont à présent se succéder à la tribune. Alors, le seul débat dans l'hémicycle est à la fois politique et technique. Il porte sur la possibilité ou non d'indexer sur l'inflation le barème de l'impôt sur le revenu. La gauche, mais aussi le Rassemblement national le souhaitent pour éviter que 380 000 nouveaux foyers ne deviennent imposables en 2025. Des amendements ont été déposés avant la séance pour permettre cette indexation, mais ils ont tous été jugés irrecevables financièrement par la présidente de l'Assemblée nationale. Place tout de suite à la discussion générale.
Ce sera un des chantiers que devra relever le nouveau Premier ministre, un chantier qui ne pourra pas éternellement être négligé, tant il est vrai que la vie chère, l'absence de réflexion sur l'évolution des rapports entre pouvoir central et aspiration des peuples sonne le tocsin qu'il serait bien que vous entendiez. Le tocsin de la raison, c'est ce que le peuple a exprimé le 7 juillet dernier, avec une certitude. La politique menée depuis 7 ans a été rejetée. Cela aurait dû se voir à Matignon. Je ne reviens pas sur les principales mesures qui auraient dû présider à un choix conforme à la volonté populaire, sur la retraite, sur la justice fiscale, sur le pouvoir de vivre de nos concitoyens. Le président de la République n'en a manifestement cure, s'entêtant dans cette conviction maladive qu'il a toujours raison. C'est ainsi qu'il a mené le précédent gouvernement à sa perte, exigeant que tout change pour que rien ne change, sauf que n'est pas Tancrède qui veut. Le recours au 49.3 fut donc la faute originelle qui a entraîné cette motion de censure, censure d'un gouvernement, mais aussi censure d'une politique qui a conduit la France à plus de 6% de déficit, en assurant au plus haut patrimoine une dynamique frénétique et des services de public de santé, d'éducation, de sécurité, de mobilité contraints au régime sec. Censure également d'un texte, le PLFSS, qui n'assurait nullement les besoins sanitaires et sociaux de notre pays. Il ne faut pas inverser la charge de la preuve. C'est l'incapacité du bloc central, d'ailleurs plus présent aujourd'hui que pendant les débats du PLF, c'est l'incapacité du bloc central à remettre une économie en ordre, s'appuyant non seulement sur l'offre, mais aussi sur la demande, la capacité d'investissement qui a été sanctionnée. Elle le sera demain si les mêmes recettes du brouet économique et social macroniste indigeste sont reconduites. Mais comme nous sommes un grand pays où le droit de censurer un gouvernement est reconnu par nos textes fondamentaux, des dispositifs de continuité existent, n'en déplaise à celles et ceux qui agitent les peurs, qui de la carte vitale dévitalisée, qui de l'absence de salaire pour les fonctionnaires ou qui encore de l'entrée dans l'impôt sur le revenu de 400 000 nouveaux foyers. Fadesque tout cela. Le projet de loi spéciale permet la continuité de l'État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale. La loi spéciale que nous allons donc examiner aujourd'hui n'est que la deuxième loi d'espèce sous la Ve République. C'est pourquoi le champ d'application de son article 1 sur la perception des impôts reste incertain du fait de l'absence de jurisprudence clairement établie. Le choix de Madame la Présidente de notre Assemblée de rejeter les amendements portant l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu est plus que contestable. Et on sait où seront les responsabilités de la non-indexation du barème si cela arrive. Si le Conseil d'État est appelé pour avis, c'est le Conseil constitutionnel qui doit statuer. Nous comprenons bien que cela fait partie des peurs à agiter. Je remercie d'ailleurs le ministre Saint-Martin qui m'a clairement répondu en commission que nous avions jusqu'à la fin du premier trimestre de 2025 pour adopter une disposition d'indexation afin qu'il n'y ait aucun effet sur les contribuables. C'est pourquoi nous utiliserons toutes les autres fenêtres à venir, le PLF de 2025, mais mieux même, comme l'ont suggéré le président de la Commission et le rapporteur général, un texte portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, qui pourrait d'ailleurs regrouper d'autres dispositifs fiscaux dès la mi-janvier, comme la prorogation de certains crédits d'impôt. Ajoutons que le vote de la loi spéciale revient non pas à donner un plancher de dépenses, mais bien un plafond, au risque de coupes claires dans les budgets nécessaires au bon fonctionnement de nos services publics. Ce projet de loi spéciale nous permettra quand même de faire le tuilage avec la future loi de finances, tuilage nécessaire suite à l'inconséquence du précédent gouvernement qui, une nouvelle fois, a fait le choix de la force pour imposer ses projets de loi. C'est pourquoi, en toute vigilance, sans illusion, la majorité de notre groupe l'adoptera. Merci beaucoup, Monsieur Sansu. La parole est à présent à Monsieur Géraud Verny pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Le fait que nous soyons réunis aujourd'hui pour examiner cette loi spéciale constitue d'abord une preuve imparable, contrairement à ce que certains cassandres nous prédisaient sur la censure, que les institutions de la Ve République sont solides. Ce cas de figure, bien qu'inédit dans notre histoire politique récente,
trouve une solution adaptée qui permettra la continuité de l'action de l'État et des services publics. Cette censure, bien évidemment, nous ne l'avons pas votée de gaieté de cœur, mais elle a été rendue nécessaire pour faire barrage à un budget socialiste ruineux pour notre économie et notre pays. Le socialisme échoue lorsque l'argent des autres vient à manquer, nous rappelait Thatcher. Eh bien, mes chers collègues, nous y sommes. L'État est cette entreprise mal gérée où l'on dépense sans compter, où l'on accumule les dettes, où l'on préfère reculer l'échéance plutôt que d'affronter la réalité. Mais il n'y a pas de miracle. L'argent public n'existe pas, c'est l'argent des Français. Gardons à l'esprit que chaque euro gaspillé, c'est un impôt supplémentaire. Or, l'État n'est pas au-dessus des lois économiques. Une dette incontrôlée mène toujours à la faillite, qu'elle soit privée ou publique. Et contrairement à une entreprise, un État qui tombe, ce n'est pas une simple faillite. C'est un peuple entier qui en paye le prix, dans sa chair, dans son quotidien, dans ses espoirs brisés. 40 milliards d'impôts supplémentaires, une hausse du coût du travail pour la première fois depuis 30 ans en France, aucune réforme structurelle pour baisser les coûts directs et indirects de l'État. Voilà pour le compte de résultats. Et comme le bilan découle du compte de résultats, ce budget, une fois de plus, et à nouveau une fois de trop, prévoyait de gonfler les impôts, la dépense publique et la dette de la France. Venons-en à cette loi spéciale, transformée en arme politique, utilisée pour punir les députés ayant osé voter la censure. En leur retirant le droit constitutionnel d'amender le texte, on muselle leur capacité d'action parlementaire. Sous couvert de continuité de l'État, cette loi agit comme une sanction politique déguisée. Car oui, messieurs les ministres, si cette loi ne peut pas être un débat budgétaire, s'agissant de l'impôt sur le revenu, c'est bel et bien l'absence de mise à jour du barème qui conduit à augmenter l'impôt. C'est votre interprétation restrictive du droit qui va conduire à cet état de fait. Mais malheureusement, le passé ne nous appartient plus. Occupons-nous du présent et du futur. Ainsi, comme nous vous l'avions expliqué en septembre dernier, le prochain budget devra impérativement répondre à une triple exigence. Premièrement, ne pas coûter 1 euro de fiscalité supplémentaire aux Français, déjà soumis à la pression fiscale parmi les plus élevées du monde. Deuxièmement, il doit engager des réformes structurelles profondes pour réduire durablement les dépenses publiques et stopper l'inflation budgétaire. Il doit enfin être élaboré avec une rigueur exemplaire pour ne pas générer un seul euro de dette supplémentaire qui fragiliserait davantage nos finances et compromettrait l'avenir économique de notre pays. Aujourd'hui, nous examinons une loi nécessaire pour éviter le vide juridique, pour garantir la continuité de l'État, pour permettre de percevoir les recettes et de financer les besoins essentiels. Cette loi est indispensable dans l'urgence. Elle permet d'éviter la paralysie, de maintenir les institutions en fonctionnement et de préparer l'avenir. Le groupe UDR, soucieux de la continuité de l'État et des services publics, votera bien évidemment en faveur de ce texte. Nous le faisons avec une conviction claire. Ce n'est pas une fin en soi, mais une étape. Une étape vers une réforme en profondeur de nos finances publiques, vers un budget qui doit tendre vers l'équilibre, vers une France qui cesse de vivre à crédit et qui retrouve sa souveraineté. Car un pays sans souveraineté financière est un pays en déclin. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à présent à monsieur Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement national. Merci. Madame la Présidente, Messieurs les ministres démissionnaires, chers collègues, permettez-moi d'abord d'avoir au nom du groupe Rassemblement national une pensée pour tous nos compatriotes de Mayotte. Chers collègues, au grand désespoir des corbeaux de malheur de la Macronie et de la droite macronisée, il n'y aura donc pas de shutdown en France. Contrairement à la désinformation planifiée du gouvernement Barnier, complaisamment relayée par tous ces relais médiatiques, la France tient debout sans vous, elle tient malgré vous et sans doute elle tient contre vous. Peut-être même notre pays fonctionne.
Peut-être même, en fait, notre pays vit-il moins mal quand votre pouvoir se limite aux affaires courantes, tant votre incompétence est toxique. Finalement, le moindre mérite de cet usage ô combien démocratique de la censure aura été de ridiculiser votre prétention à être un parti de gouvernement et même un parti digne de gouverner. À titre d'exemple, les marchés financiers ont salué la chute d'un gouvernement de faillite. Quelle triste ironie pour le pays. Bref, plus personne n'est dupe. Au 1er janvier 2025, donc, les cartes vitales fonctionneront, les salaires des fonctionnaires seront payés, les engagements de la France seront honorés. Au 1er janvier, les retraites seront non seulement dûment versées, mais dûment indexées de 2,2% grâce à la détermination de Marine Le Pen. Plus que jamais, le Rassemblement national s'impose ainsi comme la force politique qui dit aux Français la vérité, rien que la vérité. Plus que jamais, Marine Le Pen fait appliquer ses promesses, rien que nos promesses, et même, ironie, vos promesses, tant vous les trahissez. Par la censure, le Rassemblement national aura évité par un seul vote 40 milliards d'impôts et de privations de droits. Nous aurons bloqué le 51e budget de faillite. Par la censure, le Rassemblement national a prouvé que les prérogatives de l'opposition n'existaient pas pour provoquer je ne sais quel chaos, mais tout simplement pour défendre les Français et même la France. Nos compatriotes auront pu constater que notre parole est d'airain quand la vôtre, macroniste, n'est que du venin. Depuis sa triste émergence, le macronisme ne tient que par les peurs que vous agitez, par les angoisses que vous incarnez, par les craintes que vous animez. Mais les Français n'ont plus peur, ils n'auront plus peur. Vous travestissez systématiquement, méticuleusement, le bien le plus précieux que possède une république et une démocratie, la confiance de ses citoyens envers l'État, son gouvernement, ses représentants. Voici bien trop longtemps que vous détournez l'autorité de nos institutions pour abriter vos échecs. Votre comportement témoigne de votre nature profonde, celle du parti du système, ce système qui détourne l'intérêt général au profit de vos seuls intérêts particuliers, ce système qui sait se travestir quand il le faut pour sa seule préservation en un parti unique qui allie tous ceux qui ont échoué contre la seule force d'opposition, la seule force d'espoir, la seule force qui mérite la victoire, le Rassemblement national. Mais pourquoi finalement un tel mépris, une telle haine, un tel rejet du Rassemblement national dans cet hémicycle? C'est évidemment la haine du peuple, la haine du pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le seul tort finalement du Rassemblement national, c'est d'avoir toujours eu l'audace d'ajouter, d'assumer le pouvoir des Français, par les Français et pour les Français. Comme hier, le référendum contre la Constitution européenne traduisait l'émergence du pouvoir du peuple qui refuse de voir son destin dicté par une clique d'oligarques. La censure que le Rassemblement national a exercée, a manifesté cet éclatant pouvoir du peuple dans l'hémicycle. Et fidèle au destin de la France, le pouvoir du peuple ne peut être sorti que par la force symbolique des baïonnettes, y compris celle des peurs que vous agitez. Eh bien, sachez que vos baïonnettes d'opérette n'effraient plus personne en France. Le Rassemblement national a fait tonner le pouvoir du peuple. Vous ne le ferez jamais taire. Vous ne vous ferez plus jamais taire. Je vous remercie. La parole est à présent à monsieur Aurélien Lecoq pour le groupe La France Insoumise. Madame la présidente, messieurs les ministres démissionnaires, chers collègues, le groupe de La France Insoumise s'associe aux marques de soutien et de solidarité des Mahoraises et des Mahorais. La République est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple et
de tout le peuple, parce que nous, contrairement à certaines et certains qui veulent s'en prévaloir ici, nous ne travaillons pas quotidiennement à le diviser. Monsieur le ministre, vous et vos collègues avez voulu gouverner sans le peuple, contre le peuple, confisquant le pouvoir au service d'une petite caste de privilégiés. Parce que la France est encore une république, nous avons exercé notre devoir le plus strict de représentant du peuple et en son nom, nous vous avons censuré, nous vous avons dégagé. Ne l'oubliez pas, vous avez échoué, perdu les élections, été balayés dans les urnes. Les Françaises et les Français ne veulent plus de vous parce qu'ils ne veulent plus de votre politique. Face au chaos institutionnel, vous semez sans cesse le désordre. La censure est le retour à un ordre démocratique. Depuis juillet, la censure a été la seule décision prise du peuple, par le peuple, pour le peuple. La censure du peuple, oui, que vous méprisez tant, parce qu'elle a provoqué la chute d'un gouvernement d'usurpateurs qui jamais n'aurait dû être nommé, issu d'un bloc minoritaire qui trahissait le vote des Françaises et des Français. Un gouvernement dirigé par un Premier ministre qui, je le rappelle, est issu d'un parti qui avait fait moins de 5% des voix aux élections. Oui, la censure pour le peuple a permis d'éviter à la France un budget d'austérité, d'une saignée et d'une violence inouïe. Oui, la censure pour le peuple qui permet à tous les retraités de voir leur retraite revalorisée de 2,2% en janvier. La censure pour le peuple qui permet d'éviter que les médicaments et les consultations chez le médecin ne soient pas déremboursés. La censure pour le peuple qui permet d'éviter la suppression de 4000 postes d'enseignants. La censure pour le peuple qui permet d'éviter la honteuse hausse de la taxe d'électricité alors que 12 millions de Françaises et de Français galèrent à se chauffer cet hiver. Nous sommes fiers, avec les députés de la France Insoumise et du Nouveau Front Populaire, d'avoir permis votre chute. Depuis, pour masquer votre inexorable départ du pouvoir, vous vous êtes mués en troupe de menteurs. Menteur, lorsque vous avez annoncé par la voix de Madame Borne que les cartes vitales ne fonctionneraient plus. Menteur, lorsque vous avez annoncé par la voix de Roland Lescure que les retraites baisseraient ou ne seraient pas indexées sur l'inflation. Menteur encore, lorsque vous avez annoncé vous-même, Monsieur le ministre, dans cet hémicycle le 4 décembre le dernier, que 400 000 personnes ne paieraient des impôts en plus alors qu'ils n'en payaient pas avant. La Macronie mourante se transforme en une armée de vampires, faisant le tour des plateaux pour terroriser les Françaises et les Français. Une fois vos mensonges démasqués et la lumière allumée, vous disparaissez. Le seul chaos auquel la France est exposée, c'est le vôtre. Il paraît que vous vouliez réduire le déficit. Vraiment ? Alors dites-moi, pourquoi avez-vous voté contre le budget amendé du Nouveau Front Populaire qui permettait de trouver 72 milliards de recettes et d'obtenir un déficit en dessous des 3%. Êtes-vous sincères, chers collègues? Le projet de loi spéciale qui sera adopté aujourd'hui était l'occasion de sécuriser dès maintenant le fait que pas une personne non imposable ne le devienne. Mais la Macronie en a décidé autrement. Pour indexer le barème de l'impôt sur l'inflation, tout le monde ici était prêt à voter l'amendement déposé par le président Coquerel. Mais Yaël Braun-Pivet, la présidente de cette Assemblée, a préféré abuser de son pouvoir pour faire payer aux Françaises et aux Français le risque de voir leurs impôts augmenter et leur faire payer la censure. La Macronie a décidé de tout lâcher. Vous pourrez compter sur le Nouveau Front Populaire pour œuvrer au service des Français. Pour cela, nous nous occuperons de faire chuter le nouveau gouvernement d'usurpateurs de M. Bayrou, comme nous avons fait chuter le précédent. Votre gouvernement n'avait pas passé Noël, le gouvernement de M. Bayrou. Je vais abuser de mon pouvoir.
La parole est à monsieur Philippe Brun pour le groupe socialiste et apparenté. Madame la présidente, messieurs les ministres, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général. Étrange débat que celui d'une assemblée résolue à devoir se prononcer sur un projet de loi annoncé par le président de la République lui-même, en dépit de nombreuses autres dispositions qui auraient pu permettre les mêmes effets. Les effets recherchés par notre Assemblée aujourd'hui, celui de la continuité budgétaire, celui du financement de nos administrations et de nos services publics, faisant suite à la censure du gouvernement Barnier. En effet, la loi organique relative aux lois de finances permettait d'autres mesures. Son article 45 permettait par exemple d'adopter la première partie du projet de loi de finances avant la fin de l'année, afin de permettre de percevoir les impôts sur les bases dont nous étions entendus en première lecture et d'éviter l'effet de collapse que nous sommes en train de vivre sur un certain nombre de crédits d'impôt qui ne seront pas versés au début de l'année prochaine, pour la situation de nos agriculteurs, pour ces 10 milliards d'impôts nouveaux qui faisaient consensus dans cet hémicycle pour les hauts revenus et les grandes entreprises et qui ne seront donc pas perçus cette année. Il n'a donc pas été fait le choix de bon sens qui aurait été celui de faire usage de cet article, mais celui plutôt d'examiner cette loi spéciale. Alors cette loi spéciale a l'avantage de la continuité, mais elle a l'inconvénient de mettre terriblement sous pression le Parlement dès le mois de janvier, où nous aurons à discuter d'un nouveau budget. En effet, tandis que nous parlerons, un certain nombre de collectivités, je pense à Plaine Commune, dirigée par Mathieu Hanotin, seront dans une situation de cessation de paiement à partir de la fin du mois de mars en raison de l'absence du vote des dispositions relatives à la fiscalité professionnelle. Un certain nombre de professions, et notamment l'industrie textile, seront en grande difficulté en raison de l'absence de prolongation du crédit d'impôt collection que nous avions discuté en première lecture. Nos agriculteurs seront en grande difficulté en raison de l'absence d'adoption du crédit d'impôt pour le remplacement d'exploitants que nous avions adopté. Et dans ces conditions, et face à ce mauvais choix de la loi spéciale, nous ne pouvons que constater aujourd'hui la nécessité de la voter tout de même. Le choix n'ayant pas été fait au 11 décembre dernier de voter la première partie, ce qui aurait été possible, n'ajoutons pas du désordre au désordre en ne votant pas aujourd'hui la loi spéciale. Cela nous donne donc une immense responsabilité. L'immense responsabilité d'adopter au plus vite un budget pour la France. Et pour ce faire, n'ajoutons pas à la procrastination présidentielle la procrastination gouvernementale. Les socialistes vous font aujourd'hui une proposition, celle d'ouvrir le dialogue pour sortir de la crise. Celle de nous accorder le plus vite possible sur un budget de continuité, sur un budget qui permette de lever les impôts et de rééquilibrer l'effort entre les Français qui travaillent et qui ne peuvent supporter d'être mis à contribution comme le budget Barnier le souhaitait, et les grandes entreprises, les marchés financiers, les marchés de l'énergie qui doivent aujourd'hui justifier de leur juste contribution au redressement des finances publiques. Le dialogue, telle est la position des socialistes, telle est la position de responsabilité demandée par les Français, car c'est l'intérêt national qui sera toujours notre boussole. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à madame Eva Sas pour le groupe écologiste et social. Messieurs les ministres, monsieur le rapporteur général, monsieur le président de la commission des finances, chers collègues, le groupe écologiste et social souhaite tout d'abord exprimer tout son soutien aux Mahoraises et aux Mahorais dont la vie quotidienne et le territoire ont été dévastés par le cyclone Chido, avec toutes les conséquences terribles que peut subir un territoire vulnérable face au dérèglement climatique. Pour ce qui est du texte qui nous occupe aujourd'hui, le groupe écologiste et social est bien évidemment soucieux de garantir la continuité des services publics, le paiement des fonctionnaires et la levée de l'impôt, et c'est ce que permet cette loi spéciale.
Le spectre d'un shutdown, un temps brandi par le gouvernement comme un épouvantail, s'éloigne donc comme nous l'avions annoncé. On remarquera d'abord que la censure aura permis d'écarter les mesures injustes et régressives du projet de loi de finances 2025. Prenons l'exemple des retraités. Grâce à la censure, les pensions de base seront revalorisées dès le 1er janvier 2025 à hauteur de 2,2%. Résultat, nous protégeons leur pouvoir d'achat face à l'inflation et à l'austérité prévue par le projet de loi de finances du gouvernement Barnier, qui envisageait, lui, une hausse fractionnée de 0,8% en janvier et en juillet, dans le seul but d'économiser 4 milliards d'euros sur leur dos. De plus, le RSA et l'AAH seront bien revalorisés automatiquement au 1er avril, comme chaque année, sans que l'absence d'un PLF n'y change quoi que ce soit. Concernant l'indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu, elle sera également préservée. Un nouveau texte financier adopté au premier trimestre 2025 suffira à éviter tout impact sur le prélèvement à la source des Français, comme vous nous l'avez, messieurs les ministres, confirmé en commission des finances. En responsabilité et dans la même logique que notre vote sur la loi spéciale, nous appelons d'ailleurs le gouvernement à présenter dans les plus brefs délais un projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, un texte que le Parlement sera en mesure d'adopter très rapidement et qui sécurisera la continuité de toutes les mesures fiscales et sociales facilitant la vie de nos concitoyens, ainsi que le soutien à certains secteurs économiques. L'indexation du barème de l'impôt sur le revenu, les crédits d'impôt utiles comme ceux dédiés au remplacement des agriculteurs ou à l'agriculture biologique, l'extension du prêt à taux zéro ou l'exonération pour le remboursement à 75% des titres de transport pourront par exemple y figurer. Nous le demandons en responsabilité pour sécuriser le cadre de vie économique du pays et vous ne verrez d'ailleurs jamais les écologistes contribuer à la politique du pire. C'est bien au contraire le président de la République qui, avec la dissolution, avec la nomination de Michel Barnier, puis avec celle de François Bayrou, a créé et entretient l'instabilité politique dans le pays. Le président s'entête en effet à refuser le verdict des urnes et à vouloir à tout prix conserver le pouvoir. Car il ne suffit pas d'être au centre de l'hémicycle pour être au centre de la gravité de la vie politique. Bien au contraire, sur la réforme des retraites, sur la taxation des plus riches et des grandes entreprises, sur l'indexation des pensions, le bloc dit central est sur des positions minoritaires, voire marginales. Il ne peut prétendre imposer par la force ses choix budgétaires au pays. 74% des Français sont favorables à une hausse d'impôts sur les ménages les plus aisés. 81% des Français soutiennent une augmentation des impôts sur les grosses entreprises. 64% des Français considèrent que les hauts revenus sont fiscalement avantagés. Quand accepterez-vous cette réalité? Quand choisirez-vous la démocratie? Nous l'avons dit, il n'y aura pas pour les écologistes de censure a priori. Mais si le pays n'est pas entendu sur ces sujets majeurs, alors bien sûr, il ne pourra y avoir de soutien direct ou indirect à ce déni de démocratie. Le pays a besoin d'un budget responsable, ambitieux et juste qui permette de retrouver les marges de manœuvre fiscales sacrifiées depuis 2017 et de financer des politiques publiques qui protègent les Français et qui renforcent nos services publics. C'est pourquoi le groupe écologiste et social a formulé 11 propositions pour une nouvelle feuille de route gouvernementale articulée autour de 3 piliers fondamentaux, la justice sociale, la transition écologique et la refonte démocratique. Seule cette feuille de route répond aux urgences sociales et écologiques et c'est donc sur cette base seule que doit s'engager le dialogue. Dialogue que nous mènerons en responsabilité, comme nous le serons en votant très majoritairement cette loi spéciale, indispensable à la continuité de nos services publics et à la vie du pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. Dans le camp présidentiel, le socle commun, on fustige ceux qui ont fait tomber le gouvernement de Michel Barnier, estimant que ce choix risque d'accroître l'incertitude puisque cela prive la France d'un budget en bonne et due forme. Chacun se renvoie la responsabilité de l'instabilité budgétaire. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général du budget.
À mon tour, je veux, au nom du groupe Ensemble pour la République, apporter évidemment nos pensées, notre soutien à nos compatriotes de Mayotte, à l'ensemble des victimes et à tous les services publics mobilisés sur place pour leur prêter secours. La loi spéciale dont nous allons aujourd'hui débattre est indispensable. Indispensable pour permettre aux administrations de fonctionner, aux prestations sociales d'être versées, aux impôts d'être perçus et à la dette d'être levée à partir du 1er janvier. Et je crois que nous serons donc unanimes pour la voter. Mes chers collègues, si la loi spéciale permet d'éviter à la République d'être en cessation de paiement le 1er janvier, elle ne permet que cela. Et quand j'entends certaines interventions, que ce soit dans les médias ou dans cet hémicycle, on entendait à l'instant le président de la Commission des Finances, Éric Coquerel, je crains que cette loi spéciale ne devienne l'opium du Parlement. Un opium du Parlement qui permettrait à chacun de se glorifier de son adoption et de refuser de dire que le plus dur est devant nous. Un opium du Parlement qui nous ferait oublier que la France n'a pas de budget pour 2025. Un opium du Parlement qui nous rendrait sourds au fait que, sans budget, l'économie et les services publics seront paralysés. Car oui, chers collègues, cette loi spéciale n'est pas un budget. Après le vote de la loi spéciale, les industriels qui peuvent être broyés en 2025, en quelques mois, par la Chine et par les États-Unis, ne connaîtront toujours pas ni le niveau d'impôt, ni le niveau de soutien que la France leur apportera. Les agriculteurs n'obtiendront toujours pas les aides prévues dans le projet de loi de finances. Les communes qui avaient préparé des projets d'investissement bénéficiant des fonds de la DETR ou de la DSIL trouveront porte close. La Nouvelle-Calédonie ne touchera pas le milliard d'euros prévu pour éviter son effondrement économique et social. Les armées françaises, alors que l'OTAN est plus fragilisée que jamais par les déclarations du nouveau président des États-Unis, devront annuler leur recrutement et geler leurs commandes de matériel. La recherche, la justice, le ministère de l'Intérieur verront s'évanouir les investissements indispensables. On en est au point où la France n'est même pas capable de dire à ses interlocuteurs ce que sera son niveau de déficit, sa dette, sa politique économique dans les prochains mois. Les finances publiques, pour la première fois depuis près d'un demi-siècle, sont en sursis. Au-delà de nos frontières, on se frotte les mains de voir la France incapable de dépasser des querelles entre des forces politiques qui, pour une grande part d'entre elles, partagent pourtant l'essentiel. Et donc, chers collègues, le projet de loi spéciale ne nous libère pas de nos responsabilités de parlementaires. Il nous accorde simplement un délai complémentaire pour que chacun d'entre nous se libère de ses postures partisanes, de son goût de la polémique, de ces amendements absurdes qui conduisaient à ce que 80% des hausses de recettes proposées dans le projet de loi de finances étaient contraires à la Constitution, contraires au droit européen ou contraires aux conventions internationales. Il est temps de mettre sur la table des éléments précis, des éléments clairs, des éléments crédibles qui peuvent permettre de donner à la République un budget. Dès demain, ici à l'Assemblée et avec le nouveau Premier ministre, nous serons disponibles pour identifier les principales urgences économiques, sociales, financières de 2025 pour pouvoir y apporter des réponses crédibles et surtout pour répondre à tous nos compatriotes, à tous les secteurs économiques, à tous les secteurs sociaux, à tous les services publics qui aujourd'hui sont dans l'angoisse. C'est avec cette méthode, c'est avec cette résolution, c'est avec cet esprit de sérieux et de compromis que nous devons être capables au plus vite de donner un budget à la République. Je vous remercie. La parole est à présent à Madame Perrine Goulet pour le groupe Les Démocrates. Madame la Présidente, je débuterai ma prise de parole en ayant, au nom du groupe démocrate, une pensée pour les victimes du cyclone Chido à Mayotte et leurs familles, et je salue le courage des secours aujourd'hui déployés sur l'île. Chers collègues, dans la nuit de vendredi à samedi, l'agence de notation Moody's a décidé de dégrader la note souveraine de la France d'un cran en se basant sur la censure du gouvernement et l'incertitude actuelle qui découle sur l'amélioration de nos finances publiques. Alors, certains dans cet hémicycle voulaient faire croire aux Français que la censure n'aurait absolument aucune conséquence. Les voilà désavoués dès samedi dernier dans les faits.
Notre pays étant dans l'incapacité de faire adopter un budget pour 2025 avant le 1er janvier. En conséquence, la signature de la France se fragilise, faisant peser le risque que les coûts de financement de notre dette s'alourdissent plus encore, alors qu'ils représentent déjà le deuxième poste de dépense de l'État après l'enseignement scolaire. Et chers collègues, je me permettrai de rappeler que chaque euro dépensé pour payer les intérêts de la dette est un euro en moins pour investir dans la transition écologique, la santé, l'éducation, la justice ou encore la défense. Dans une France sans budget, nous nous devons d'éviter d'aggraver plus encore les conséquences de la censure pour nos concitoyens. C'est pourquoi nous examinons aujourd'hui un projet de loi spécial qui entend assurer la continuité de la vie nationale dans l'attente de l'adoption d'une loi de finances initiale pour 2025. Concrètement, ce texte permettra de garantir les financements de l'État pour assurer le fonctionnement courant des services publics, la rémunération des agents publics, ainsi que la poursuite des dispositifs d'intervention obligatoires. Prévu par la loi organique relative aux lois de finances afin d'éviter un shutdown à l'américaine, la loi spéciale ne saurait être envisagée autrement que comme un texte d'urgence devant être remplacé rapidement par l'adoption d'une loi de finances. De ce caractère provisoire et exceptionnel résulte un cadre d'application strict, rappelé sans ambiguïté par le Conseil d'État. L'autorisation de continuer à percevoir l'impôt doit se faire sur la base de l'état de droit en 2024. Ainsi, contrairement à certaines analyses développées la semaine dernière en commission des finances, cette autorisation ne couvre pas les mesures fiscales nouvelles, comme l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu ou la prorogation de crédits d'impôt existants. Ces mesures n'étant pas inscrites dans la loi et leur reconduction n'étant pas automatique, comme cela avait été le cas en 2012 et en 2013, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy et sous celui de François Hollande, où le barème avait été gelé. Notre présidente, Yaël Braun-Pivet, en responsabilité, a donc décidé de rendre irrecevables des amendements ayant de tels objets. Le contrôle de la recevabilité doit être un contrôle objectif, basé sur la Constitution et la loi que nous devons tous et toutes respecter. C'est la condition même d'une juste délibération parlementaire. S'agissant des dépenses, la loi spéciale permettra au gouvernement de procéder aux dépenses indispensables pour poursuivre l'exécution des services publics dans la limite des crédits ouverts par la dernière loi de finances. Toute dépense nouvelle sera donc suspendue. Si la loi spéciale permettra bien à l'État de continuer à fonctionner, elle ne permettra donc pas d'intégrer de nombreuses avancées qui étaient prévues dans le PLF en matière de justice fiscale, avec notamment la taxation des rachats d'actions, de logement, avec l'extension du prêt à taux zéro à l'ensemble du territoire, ou encore les mesures de soutien à nos agriculteurs, avec le maintien à taux réduit des taxes sur le GNR, l'amélioration des dispositifs fiscaux favorisant la transmission agricole, ou encore la reconduction du crédit d'impôt remplacement. C'est pourquoi, dans les premières semaines de l'année 2025, nous devrons nous employer collectivement à doter la France d'un budget dans le dialogue et le dépassement des différences pour répondre concrètement aux attentes des Français. Un budget qui devra permettre en priorité de retrouver le chemin de la maîtrise de la dette et des déficits publics, sans quoi l'action publique s'en serait durablement paralysée. Il faudra pour cela faire preuve de courage et de pragmatisme pour réduire efficacement la dépense publique, tout en envisageant en complément la mise en place de prélèvements ciblés visant à renforcer la justice fiscale. Nous le devons à nos enfants et à nos petits-enfants, pour qui il serait profondément injuste d'assumer une dette colossale que nous leur aurions laissée. Nous savons au groupe démocrate l'attachement particulier du nouveau Premier ministre François Bayrou à apporter des réponses rapides et concrètes pour faire face à cet impératif moral, et nous serons présents pour l'y accompagner. Vous l'aurez compris, le groupe Les Démocrates votera en faveur de ce projet de loi spécial, un texte d'urgence qui est nécessaire pour assurer la continuité de la vie nationale et le fonctionnement régulier des services publics en 2025, dans l'attente de l'adoption dans les plus brefs délais d'une loi de finances pour normaliser notre situation budgétaire. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à présent à Madame Félicie Gérard pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues.
15 jours, voilà le temps qu'il nous reste pour éviter de plonger notre pays dans une crise sans précédent. Voilà l'urgence dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Dans l'histoire de la Ve République, c'est la première fois que le gouvernement doit recourir à une loi spéciale suite à l'adoption d'une motion de censure à l'Assemblée nationale. Cette loi spéciale est une mesure d'urgence qui ne peut comprendre que des mesures nécessaires au fonctionnement courant de l'État, c'est-à-dire des mesures qui permettent d'assurer la continuité des services publics et d'éviter de mettre notre pays à l'arrêt. Nous pouvons citer l'exemple de l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, qui a beaucoup fait parler. Au groupe Horizon Indépendant, nous sommes évidemment favorables à l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Et lorsque la motion de censure a été déposée début décembre, nous n'avons eu de cesse de dénoncer que le vote de la censure empêcherait cette indexation. Mais aujourd'hui, comme lors de nos débats en commission des finances la semaine dernière, essayer de faire voter une telle mesure dans un projet de loi spéciale, c'est méconnaître les règles constitutionnelles et organiques qui encadrent nos débats. Le Conseil d'État nous l'a rappelé mardi dernier en rendant un avis juridique très précis. Et ce matin, la présidente de l'Assemblée nationale l'a confirmé en rendant irrecevables les amendements proposés en ce sens. Voilà une des conséquences du vote de la motion de censure. Au 1er janvier, nous ne pourrons indexer le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Et ce sont les Français qui travaillent qui risquent d'en payer le prix. Mais ce n'est malheureusement pas la seule conséquence du choix que certains ont fait en censurant le gouvernement. Car oui, le choix de la censure a un coût pour les Français. Ce sont nos collectivités locales qui seront affectées par le plafonnement des dépenses de l'État au niveau de 2024. Ce sont nos entreprises qui seront impactées par l'instabilité nationale et internationale. Et ce sont, je le redis, les Français qui travaillent qui paieront le prix fort. À cause de la censure, beaucoup risquent de payer plus d'impôts sur le revenu et je ne vous parle pas des mesures de pouvoir d'achat qui n'ont pu être reconduites. Voilà, mes chers collègues, quelques exemples des conséquences concrètes de la censure pour nos compatriotes. Cette loi spéciale est juste une loi d'urgence. Le Premier ministre, nouvellement désigné, aura la charge de tenter de dessiner dans les prochaines semaines un nouveau cap. Et nous, parlementaires, début 2025, nous aurons la charge de voter un budget qui soit à la hauteur des attentes des Français, mais aussi des enjeux de notre économie. Il nous faudra adopter un budget qui apporte des solutions concrètes à toutes les difficultés créées par la censure. Un budget qui récompense le travail, un budget qui accompagne les plus fragiles, un budget qui soutient nos élus locaux, un budget qui permet à tous de participer de manière juste à l'effort collectif de redressement de nos comptes. Enfin, un budget qui nous permet de répondre aux situations de crise et je pense tout particulièrement à la situation dramatique que connaît Mayotte, qui a plus que jamais besoin d'un soutien fort et efficace. Cette loi spéciale est un rempart temporaire, mais ce n'est pas une solution à long terme. Le groupe Horizon et Indépendant votera en faveur de ce projet de loi, mais je vous le redis le plus sincèrement possible, il est temps de devenir responsable. Les Français nous regardent. Je vous remercie. La parole est à présent à Madame Véronique Louwagie pour le groupe Droite républicaine. Madame la présidente, messieurs les ministres, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, en premier lieu, permettez-moi, au nom des députés de la droite républicaine, renouveler notre soutien à la population de Mayotte et avec une pensée aux forces de sécurité et de secours mobilisées sur place. Pour la seconde fois, sous la Ve République, le Parlement est amené à débattre d'une loi spéciale en raison de l'impossibilité d'aboutir à la promulgation d'un projet de loi de finances pour 2025 et ce avant le 31 décembre 2024. C'est un véhicule législatif juridiquement contraint puisqu'il ressort de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel que seules les mesures d'ordre financier nécessaires pour assurer la continuité de l'État sont recevables. En cela, cette loi spéciale n'est qu'une passerelle entre le budget non adopté et le budget qui devra être adopté au plus tard en 2025 et n'a donc pas vocation à s'y substituer. Mes chers collègues, nous vivons une période d'une rare incertitude politique et budgétaire.
Le 4 décembre dernier, l'ensemble de nos travaux budgétaires ont ainsi été balayés et avec eux, les 40 milliards d'euros d'efforts en dépenses qui étaient attendus pour 2025. Il n'est pas inutile de rappeler ici à ceux qui préfèrent nier les évidences que le déficit 2025 pourrait monter à 7% si aucune correction de trajectoire ne venait à être adoptée. Mes chers collègues, les conséquences de la censure sont très concrètes et impacteront directement les Français. Et ceux qui veulent, ceux d'entre vous qui, comme j'ai pu l'entendre ici à cette tribune, que ce soit Aurélien Lecoq de la France Insoumise ou Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement National, qui prétendent le contraire, le font uniquement pour se dédouaner de leurs responsabilités. Mais nier la réalité n'évite pas le danger. Ainsi, sans budget, c'est plus d'impôts sur le revenu pour 18 millions de Français, dont 400 000 ménages modestes, qui deviendraient imposables sans indexation du barème de l'impôt sur l'inflation. 2, c'est moins de moyens supplémentaires pour la sécurité. 3, c'est l'annulation de financements exceptionnels pour nos hôpitaux et nos EHPAD. 4, c'est également l'abandon de nouveaux dispositifs pour lutter contre les déserts médicaux. Enfin, c'est une remise en cause de toutes les mesures positives à destination du monde agricole, des mesures qui étaient attendues, discutées et dont nous étions tous d'accord. Et c'est également la perte de zonage intéressant du type ZRR pour 2800 communes sur notre territoire. Voilà quelques éléments factuels de la facture de la censure. La voix de la France en a été à ce point affaiblie que la présidente de la Commission européenne a profité de ce chaos pour conclure le lendemain l'accord sur le Mercosur en Amérique du Sud. La facture de la censure, c'est ainsi une aggravation durable de pratiques anticoncurrentionnelles au préjudice de nos agriculteurs. Le Rassemblement national, qui se présente comme le parti de l'ordre, a également censuré un gouvernement qui relevait les crédits de l'ensemble des ministères régaliens, l'intérieur, la justice, la défense. C'était, mes chers collègues, 4 milliards d'euros, 4 milliards d'euros. Et vous avez porté un coup d'arrêt à la mise en œuvre de la loi de programmation militaire, alors même que les tensions internationales ne font que croître. Contrairement à ce que vous prétendez au travers des gesticulations médiatiques, le nouveau Front populaire et le RN se sont attaqués à la sécurité, à la santé et au pouvoir d'achat des Français. Et ce, au détriment de la France, au détriment des Français. La censure, c'est l'incertitude économique aujourd'hui pour nos entreprises déjà fragilisées par l'inflation. La facture de la censure, ce sera peut-être une croissance que certains économistes évaluent comme inexistante en 2025. La censure, c'est enfin prendre le risque que notre situation financière continue de se dégrader. Nous voilà en queue de peloton en compagnie de la Grèce. L'agence de notation Moody's, en abaissant la note de crédit à long terme de la France, a d'ailleurs tiré les conséquences de ce considérable affaiblissement des finances publiques françaises et du manque d'efforts. C'est aussi là un élément de la facture de la censure. La facture de la censure seront des charges financières en plus. Vous serez le nouveau Front populaire et le Rassemblement national comptables de la facture de la censure. Et votre vote d'aujourd'hui n'y changera rien. La droite républicaine, comme elle l'a toujours fait, agira en responsabilité pour protéger la souveraineté de la France. Nous souhaitons pouvoir nous remettre au travail le plus rapidement possible pour donner à la France un budget qui réponde aux attentes de nos concitoyens. J'espère que dès début 2025, nous pourrons nous y atteler. Par conséquent, et en raison de ce qui précède, le groupe de la droite républicaine votera pour ce projet de loi spéciale. Je vous remercie. La parole est à présent à monsieur Michel Castellani pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Président, mes chers collègues, la censure du gouvernement, combinée à des défis économiques et sociaux majeurs, impose une réponse rapide, claire et responsable. La loi spéciale que nous examinons aujourd'hui est une réponse essentielle à cette situation de crise. Elle est indispensable au fonctionnement de l'État, des collectivités territoriales, des services de santé et des engagements européens de la France. Ce texte n'a pour seul objectif que d'assurer la continuité de l'État et des services publics
En conséquence, il se limite, on le sait, à 3 dispositions fondamentales: la perception des impôts existants, garantissant les recettes indispensables au fonctionnement des services publics, l'autorisation d'emprunt pour l'État afin qu'il puisse couvrir ses besoins de financement et honorer ses engagements, l'autorisation d'emprunt pour les organismes de sécurité sociale pour maintenir leurs prestations essentielles. Et le texte entraîne également la reconduction du PSR au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne. Nous avons aujourd'hui à éviter la paralysie, ce qui, me semble-t-il, est un souci partagé par beaucoup, même si les débats en commission des finances ont été houleux. Mon groupe a tenu compte des remarques du rapporteur général et de l'avis du Conseil d'État quant au champ couvert par ce texte. Sans basculer dans l'erreur de vouloir trop l'élargir, nous étions sensibles à la nécessité de sécuriser un organisme au service des plus fragiles, à savoir la garantie des prêts accordés à l'UNEDIC. Cette mesure ne pourra malheureusement pas y trouver sa place, tout comme celle de l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Nous le regrettons, car sur le fond, nous y étions, nous sommes et nous serons toujours favorables. C'est une mesure de justice sociale essentielle qui devrait être mise en œuvre le plus rapidement possible dans le prochain PLF. Ce texte ne résout pas les défis structurels auxquels la France fait face. Il rappelle en revanche l'urgence de former un nouveau gouvernement capable de proposer un projet politique et budgétaire. Je voudrais rappeler à Monsieur le nouveau Premier ministre, qui, je n'en doute pas, est attentif à nos débats, l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes persuadés, parce que c'est ce que nous faisons au quotidien au groupe Lyot, nous sommes persuadés que, dans le respect de la diversité des opinions, en retenant ce qui rassemble plutôt que ce qui divise, nous pouvons aboutir à des consensus dans cette Assemblée. Comme nous sommes persuadés que nos priorités sont largement partagées, protéger les Français contre l'inflation et la précarité, tenir une conférence de financement des retraites, renforcer l'efficacité des services publics, notamment l'hôpital, en si grande difficulté, soutenir nos agriculteurs, durement frappés par les crises successives, donner les moyens nécessaires aux ministères régaliens, procéder à un acte de décentralisation majeur à destination de tous les territoires en demande de davantage d'autonomie, rassurer nos partenaires européens et garantir un cadre financier stable pour l'essor de nos entreprises. Répondre aussi aux urgences multiples que traversent les territoires ultramarins, la crise sociale dans les Antilles, les besoins immenses de la Nouvelle-Calédonie. Et bien sûr, la détresse des Mahorais à qui nous pensons avec tristesse en ce temps de malheur. Comme député de Corse, je m'adresserai aussi au Premier ministre pour lui dire que si nous connaissons les difficultés qui sont les siennes, nous avons nous aussi les nôtres. Et il est de mon devoir de les souligner une fois de plus, la nécessité de mettre à niveau une enveloppe de continuité territoriale fossilisée depuis 15 ans, mais surtout, plus largement, de mettre en œuvre concrètement l'accord qui a découlé des discussions de Beauvau, parce que dans ce texte se trouve actuellement la meilleure réponse aux lourds problèmes que connaît la Corse, parce qu'aussi nous devons doter la Corse des institutions qui protégeront sa vie sociale, ses intérêts économiques et sa langue. Il faut maintenant passer à l'acte. Voilà, l'ensemble de ces défis nécessite des choix responsables et ambitieux que nous appelons de nos vœux. Le groupe Lyot est prêt à y prendre toute sa part. Pour l'heure, ce projet de loi n'est pas une option mais une obligation. Et une fois adopté, ce texte laissera la place au vrai débat, celui du budget pour 2025. Le groupe Lyot votera donc en faveur de ce projet de loi. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La discussion générale est close. Je vous invite à tous bien regagner vos places. C'est bon pour tout le monde? Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà le résultat du scrutin. Votant 544, exprimé 481, majorité 241, pour 481, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté. Voilà la loi spéciale votée à l'Assemblée nationale ce lundi 16 décembre 2024 dans une ambiance, vous l'avez entendu, assez consensuelle malgré certaines réserves, procédure exceptionnelle utilisée faute de budget 2025. Alors cette loi spéciale permettra de lever les impôts et de payer les fonctionnaires pour assurer la continuité du pays. C'est une loi temporaire en attendant un nouveau débat budgétaire en 2025 au milieu de l'hiver. La séance est levée. À bientôt sur LCP.